deuxième, est-ce que t'en faut deux pour la stéréo? Parfait. Merci pour cette intro. Bonsoir à tous. Très content d'être là, à Marseille, ma ville natale. Non, je rigole. Avant de commencer, juste pour savoir à qui j'ai affaire, il y a combien d'entrepreneurs fondateurs? Lève la main. Ok. Freelance. Et employé dans une entreprise. C'est quoi les autres trucs? Non, c'est tout, je crois que j'ai tout le monde. Chômage. C'est ça. Donc, en tout cas, salut. Salut. Donc, très content d'être là. En effet, comme tu disais, c'est toujours un plaisir et j'essaie de répondre toujours présent quand l'agenda l'offre, de venir échanger, faire ces conférences, parce que au-delà de moi de vous parler d'un sujet que je connais bien et j'espère ça va vous inspirer ou vous donner des tips, rien que le fait de le préparer et d'échanger avec vous, moi aussi ça m'entraîne, ça me drive, etc. Donc voilà, c'est toujours un moment d'échange des deux côtés. Donc avant de commencer aussi, qui connaît Kimono ou pas? Donc qui connaît? Ça, ok, un peu moins de la moitié, donc c'est plutôt bien. Et du coup, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais vous définir ce qu'est la culture d'entreprise. Ensuite, comment l'appliquer. Et ensuite, comment la mesurer. Et ensuite, vos questions. On a une petite heure ensemble. Ça. Donc, dans cette petite heure, le but, même s'il y a les questions après, vous avez le droit de m'interrompre à tout moment. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez une question qui vous vient, on échange, on est en petit comité, même si on est en live sur YouTube et LinkedIn, mais en tout cas, entre nous, physiquement, on est en petit comité. Donc, du coup, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Olivier Hamel, j'ai 31 ans. J'entreprends depuis le lycée, donc ça va faire une bonne dizaine d'années. J'ai monté plusieurs boîtes. Kimono, c'est ma 5e boîte en tant que CEO et fondateur. Donc, j'ai monté des trucs dans tout type d'industrie, dans la food, dans l'événementiel, dans le recrutement. Globalement, c'était plutôt ça. Et j'ai lancé Kimono avec 2 associés dormants, dont un que vous connaissez sûrement qui s'appelle The Family et un autre qui s'appelle Hugo, qui est juste un expert d'une de nos expertises. Donc on a 5 ans et demi, on est une petite cinquantaine maintenant, on sera bientôt 60 à la fin de l'année. On travaille avec plus de 8000 clients et on est B2B. Et je vais vous présenter un peu et ce que je peux dire d'autre sur moi. Donc voilà, c'est des beaux mots, mais j'ai entrepris dans pas mal de projets et je continue. J'ai investi dans pas mal de boîtes aussi depuis 2-3 ans. Et j'aime bien me décrire comme ça, passionné de la vie, parce que j'ai une grande méthodologie qui me permet de profiter de ma vie en permanence. C'est devenu presque une méthode à part entière. Donc j'aime bien parler là-dessus. Du coup, là, je vais vous faire une petite intro rapide sur présenter Kimono. Comme ça, vous savez, et surtout, c'est lié au sujet du jour, puisqu'on se positionne et on se définit comme des culture designers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre métier, c'est de designer la culture de l'entreprise. Donc, on est parti d'un constat très simple, et c'est le pain auquel on répond. Donc, c'est pour ça que, à la fin, si vous dites c'est cool ou c'est pas cool, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la culture, elle est partout. Et si vous la travaillez, vous investissez, techniquement, vous réussissez à passer toutes ces étapes. Donc, aujourd'hui, on pense que les meilleures entreprises, on est sûr, elles ont besoin d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Elles ont besoin de prendre soin de leurs équipes mentalement et physiquement. Elles ont besoin de créer ce sentiment d'appartenance qui va créer cette émulsion autour d'un projet, autour d'une vision pour réussir vos objectifs. Elles ont besoin de garder leurs équipes motivées, efficaces, etc. Et enfin, alignées autour d'une même vision, une même mission, etc. Donc en partant de ce constat, c'est le besoin et autres. Donc on pense que tous ces éléments sont la clé pour le succès et la rentabilité d'une boîte. Et on sait que c'est surtout en ce moment, on parle beaucoup plus de rentabilité qu'avant. On sait que c'est quand même le succès d'un projet. Donc du coup, nous, on croit que la culture d'entreprise répond à ces éléments et y contribue. Je vois que ça hésite à rentrer. T'es bienvenue. Bonjour. Donc on croit au pouvoir. Salut. On croit au pouvoir de la culture d'une entreprise. Qu'aujourd'hui, il y a eu la publicité, il y a la marque employeur dont on parlera tout à l'heure, et que la culture, c'est vraiment ton socle qui permet de passer au-dessus du lot. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire culture designer? C'est au final, faire des produits et des services qui sont personnalisés à destination des entreprises. Donc, notre vision, c'est pour ça que c'est un sujet qui me parle bien, c'est de faire rayonner la culture de toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes.
Aujourd'hui, on bosse autant avec des startups, des boîtes qui se lancent comme des grands groupes ou des PME, et même des chaînes d'hôtels, des restaurants, etc. Donc, nos offres, et qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes de produits? Donc, vous pouvez regarder le schéma à droite, ce qu'on appelle le schéma du diamant chez nous. C'est pour comprendre en un schéma ce qu'on fait. Donc, on est culture designer. On a 4 produits qui sont lancés et un prochain. Le premier, on est connu pour ça, c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés. Donc, ça commence déjà par habiller ta communauté et créer ton sentiment d'appartenance. Donc, on est sur ce segment, ça a été notre premier métier. Deuxième, c'est l'office design, donc c'est l'aménagement de bureau. Parce qu'on pense que ta culture, après avoir habillé tes équipes, on habille tes murs, c'est aussi ton environnement de travail. Vous ici, vous avez travaillé, on sent tout de suite la patte et la culture de votre établissement, comme on dit. Donc voilà, donc on est casquette d'archi d'intérieur. Troisième, c'est une branche plus conseil, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et que beaucoup de dirigeants ne savaient pas comment la mettre en place, la formaliser. Donc du coup, on a créé une méthode qui est capable de décrire ta culture, de la mesurer avec différents livrables. Donc c'est du pur conseil pour le coup. Quatrième, donc la dernière verticale en date, donc ce qu'on appelle Kimono Life, c'est toute la partie événementielle, puisqu'à un moment, et on l'a vu surtout post-Covid, ta culture, faut la faire vivre. Faut créer du lien avec ses équipes et qu'on soit en full remote ou pas, des moments ensemble et physiques, c'est important. Donc on organise des séminaires, des team building, des workshops, tout ce qu'on entend par event interne dans une entreprise. Et le dernier, donc Kimono House, qui s'accélère plutôt rapidement, c'est des lieux de vie. Donc là, on passe dans la partie immobilière. On achète des maisons en pleine nature, pour l'instant à 2 heures de Paris pour les premières, où le but, c'est que tu puisses faire un séminaire dedans. Donc c'est des maisons pensées pour faire des off-site, soit pour bosser avec tes équipes, ou ce soit pour s'amuser, peu importe. Mais on a tous peut-être déjà fait vous avez peut-être tous déjà fait des séminaires d'équipe où on loue un Airbnb ou une maison, mais elle n'est pas adaptée au final pour bosser. On est tous sur le canapé, il n'y a pas les prises, etc. Donc on a pensé des lieux qui certes, on a l'impression que c'est chez toi, c'est très instagrammable, très beau, mais ultra pensé pour le travail, avec tous les outils techniques. Donc ça, c'est le prochain projet qui m'excite pas mal parce que pour l'instant, c'est moi qui le développe en interne et on avance bien là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on fait globalement. Donc je vous disais, on bosse avec 8000 clients, donc des boîtes que vous connaissez, donc autant des grosses startups en croissance que des grands groupes, que des restos, etc. Voilà là-dessus. Une petite photo de notre Dream Team qui a bien grandi depuis. Exact. Et ensuite, on passe au vrai sujet. Pas de questions jusque-là? Ok, parfait. Donc, on va commencer par un petit jeu. Juste, combien de chiffres d'affaires aujourd'hui? On va faire 12 millions cette année de CA et on est dans un rythme de 50% de croissance par an à peu près depuis le début. Donc, l'année dernière, on a fait 6-7, là, on va faire 12. Et j'espère, on verra, 2023, faire 20 serait idéal. Déjà, de passer les 10 psychologiquement, c'est énorme. Et en fait, tu te rends compte, surtout dans le métier, qui au final, il y a du service et du produit, plus t'es gros, plus t'es gros. Parce qu'en fait, avec nos différents métiers, au début, tu as le produit d'appel où tu vas faire une commande de pull, mais derrière, tu vas faire un événement, puis des bureaux. Et en fait, ça fait de l'acquisition de clients en permanence. Et un client qui nous rapportait, comme Alan, par exemple, qui nous commandait pour 50 000 € de produits à l'année. Maintenant, on fait tous leurs off-site, donc c'est un client à 500 000. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut aller vite. Donc c'est les chiffres qui, même pour moi, je me dis, putain, ce serait ouf, mais en fait, ça peut arriver vite. Donc on travaille pour ça. Voilà un peu la taille. On a levé une fois. À la base, on a commencé rentable depuis le premier jour, puisqu'on encaisse l'argent à la commande et derrière, on produit. On n'a pas de stock, on n'a rien. Donc, du coup, on avait un BFR négatif. On a levé au bout de la 2e année, simplement parce que j'avais envie d'accélérer, donc tant en marketing, en recrutement et de passer à vitesse supérieure. On a levé 1,5 million, uniquement avec des BA, une trentaine de personnes à l'époque. Et on va sûrement relever l'année prochaine, histoire dans la même optique, accélérer, techiser un peu le tout. On a une équipe de C-Tech qui automatise toute l'expérience temps interne des commerciaux, de la production et aussi des clients pour qu'on puisse doubler, tripler sans spécialement recruter une armée, parce que ça reste du service. Donc, du coup, on essaie de recruter. On va lever pour ça, le marketing, etc. Donc voilà. De la fin d'année. On attend de faire les bons chiffres, les bons résultats, d'être dans les bonnes conditions. Et derrière, on déroule. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On avait des bureaux avant le Covid à Londres, Berlin et Madrid. Donc, en fait, ce que j'appelle les bureaux, c'est bureaux commerciaux et un showroom pour montrer les produits.
Et en fait, quand on était en télétravail pendant 1 an, on s'est rendu compte qu'on faisait le même chiffre d'affaires en étant à la maison, donc mes sales à Londres ou à Berlin. On s'est dit pourquoi payer un loyer, une blinde et faire le même CA. Donc du coup, on a cuté tous les bureaux, on a rapatrié les équipes et du coup, c'est à Paris que ça se passe. Donc on vend partout en Europe, même dans le monde. On a déjà eu, je pense, des clients sur tous les continents. Ça reste anecdotique en Asie ou aux États-Unis. Mais en Europe, notre deuxième pays, c'est le UK, qui est très axé sur la culture et qui est beaucoup plus avancé sur la prise de conscience de l'importance. Donc le UK, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et l'Espagne. C'est vrai que j'en parle plus trop parce qu'en fait, ça paraît, enfin pour nous c'est évident, mais oui, on est déjà international. 2017, ça fait 5 ans et demi déjà. J'ai l'impression que c'est que le début encore. Le vertical qui va arriver ensuite. Ouais, donc la Kimono House, c'est bien une conf sur Kimono. Non, il y a donc du coup Kimono House, c'est la prochaine. Donc là, on va en signer 3 avant la fin de l'année. La prochaine verticale sera sur le recrutement. On a développé un produit qui est capable d'analyser le culture fit entre un candidat et une entreprise. Parce que comme on analyse déjà la culture d'une boîte, on est capable de faire un questionnaire qu'un candidat remplit et du coup faire un peu un match. En gros, c'est une sorte de matching. Et ça, j'y crois énormément. On a la moitié du produit qui est fini. Et il me manque juste les ou la personne pour le développer. Mais tout est prêt. Et j'ai vraiment envie, ce sera notre premier produit un peu SaaS du coup. Parce que du coup, ce serait par abonnement. Et ce qui est intéressant, en fait, dès qu'on lance d'autres verticales, en fait, on a déjà le pool de clients. Il suffit juste de l'intégrer et ça déroule. Chaque fois, ta target, c'est les RH. Office manager, RH, CEO, fondateur en fonction de la taille de la boîte, marketing, branding. Mais oui, RH de plus en plus. Donc, il y a ça aussi. Il y a une autre idée dans le média interne de l'endroit. Ça, je peux vous le pitcher rapide puisque c'est encore dans les coulisses. En gros, le produit d'après, ce serait de dire aujourd'hui, si vous avez travaillé déjà dans les grands groupes, il y avait toujours l'intranet interne avec les infos de la boîte qui est juste imbuvable. C'est horrible. Et en fait, dans une boîte qui grossit, les infos, c'est important. Et du coup, de repenser le média interne un peu en mode Welcome to the Jungle, mais version média pour la boîte. Donc, c'est que en interne, que ce soit en vidéo ou peu importe en podcast, mais d'avoir un peu les news un peu de manière un peu plus sympa, un peu plus digeste pour les équipes. Et du coup, ça touche à la culture, parce que c'est comme ça que tu transmets tes valeurs et que tu diffuses pas mal de choses. Et ça, c'est les prochains produits. Donc, tu vois, déjà, il y a beaucoup de taf prévu. Mais voilà, un peu. Est-ce qu'il y a une dernière question sur Kimono ? Bon, on y reviendra au pire, si vous voulez. On va commencer, du coup, parler un peu plus culture. Donc, on va commencer par un jeu. Je vais vous montrer une série d'images. Et le but, c'est de trouver le point commun entre ces images. OK ? Donc, première image, un gang de riders américains assez connus. Un groupe de supporters de foot de l'Irlande. C'est le Mexique, ça ? Un des connaisseurs. C'est le Mexique, ça ? Non, c'est pas le Mexique. Mais... C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. Attends. Ah, mais ok, vous le voyez rouge, mais c'est bien orange en fait. Et là, tu allais me refaire une remise en question. Toute ma vie, 3 ans, je l'ai dit, c'est l'Irlande, c'est le Mexique. Non, c'est bien l'Irlande, c'est bien l'Irlande. Donc là, ils sont pas bleus, hein, ils sont rouges. Donc là, un gang américain, donc je crois que c'est les Crips. Groupe hip-hop NWA. Et enfin, groupe de danse, les Jabbawockeez, qui étaient très connus à une époque. Donc du coup, quel est le point commun ? Putain, t'es chaud. T'as triché ou pas ? Tu lui as dit ? J'ai pas payé 10 balles pour avoir la réponse. Ah ouais, il n'y a même pas eu de suspense, il n'y a même pas eu de jeu. Quelqu'un a dit la tenue, genre. Putain. Mais du coup, super, c'est que c'est clair du coup. Et peut-être que je l'ai dit avant, mais bravo à toi. Ouais, voilà, direct. Donc du coup, le point commun, c'est le sentiment d'appartenance, au cas où vous ne l'avez pas trouvé. Parce qu'en fait, une culture, et c'est pour ça que je vous parlais de notre premier métier des vêtements, une culture passe avant tout, peu importe les codes ou autres, par un sentiment d'appartenance à une communauté, à des règles, etc. Et pourquoi je parle de tous ces exemples, c'est que, en fait, on parle de culture d'entreprise, mais au final, si on prend la culture de base, la culture d'un pays, c'est des codes, des rituels, etc. La culture d'une bande de potes, d'un club de sport, etc. Donc, en fait, on le retrouve partout. Et c'est juste que c'est la même chose dans l'entreprise.
Donc, ce qu'on trouve, tu vois, où les gens te disent c'est ringard, en fait, c'est juste que l'image a été donnée ringard. Et pour vous faire un peu l'historique, il y a 20 ans, 20-30 ans, c'est les Américains qui ont un peu activé ce levier parce qu'ils ont compris que c'était important pour réussir leur boîte, etc. Donc, ils en ont grave parlé, ils ont réussi à faire des trucs un peu cool. Et en fait, tous les grands groupes ont dit on va faire pareil partout dans le monde. Donc, on a tous grandi en mode putain, en fait, c'est le grand groupe qui met ses valeurs sur un mur, mais en fait, on sait que c'est pas vrai et qu'on s'en fout. Donc, du coup, ça a abîmé l'image de la culture pendant tellement d'années. Et nous, on est arrivé il y a 5 ans en disant bah en fait, ça n'a pas changé. La culture, c'est important et c'est clé. Donc, du coup, on va être un peu les ambassadeurs là-dessus. La bonne nouvelle, ce qu'on remarque, je sais pas si vous avez remarqué aussi sur LinkedIn ou autre, mais depuis 6-7 mois, on en parle beaucoup plus. Il y a des événements comme ça. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Donc, on n'est plus les seuls à essayer de convaincre. En fait, on essaie de convaincre personne. C'est une réalité. Et du coup, ça commence par ce sentiment d'appartenance. Donc, du coup, ce que je disais, voilà, en fait, la culture entreprise, c'est pas un concept qui est créé ou une hype ou quelque chose de ridicule ou peu importe. C'est la culture existe depuis que les entreprises existent. Elle est de base unique et authentique. Donc, il y a des cultures qui se ressemblent, mais ça sert à rien de copier l'autre parce que de base, elle est unique et authentique. Et je sais pas quelle définition vous avez de la culture ou autre. Sa définition officielle, donc, je vous la lis rapidement, c'est un ensemble de critères et de rites à travers l'espace et le temps. C'est l'histoire de votre entreprise et c'est ce qui constitue son identité. Ça, c'est la définition Wikipédia. Nous, on l'a fait valser, donc on ne définit pas la culture comme ça. On l'a défini, ça arrivera après, du coup. Mais ça, c'était juste pour vous préciser, et pour ceux qui ne sont pas convaincus ou autres, c'est de dire, bah, aujourd'hui, la culture, c'est une priorité. Ça devient même un axe stratégique pour les boîtes. Là, j'ai mis quelques citations. Par exemple, donc, le VP Engineering de Spotify qui dit « Si la vision est là où vous allez, la culture est comment vous y arrivez. » Sheryl Sandberg, qui était la numéro 2 de Facebook, je crois elle n'est plus, du coup. Elle y est toujours. Donc, sur Netflix, où elle dit « Le Culture Book de Netflix est peut-être le document le plus important jamais sorti dans la Silicon Valley. » Ça, pareil, je vous invite à le regarder, le télécharger, ça vous intéresse, puisqu'il est public. Donc, Culture Book Netflix sur Google. Et vous pouvez le lire. Et en fait, ils parlent de leur culture. Et c'est un cas d'école, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un cas d'école juste incroyable. Et 3, une boîte française, donc Alan, qui travaille à fond leur culture. Et le CEO qui dit « La culture a un impact direct sur la façon dont nous construisons notre plateforme. Cela se traduit dans notre approche et nos méthodes de travail. » Ouais, c'est clair. Hein, j'ai copié-collé, donc c'est vrai que là, il y a beaucoup de fautes. Et donc, du coup, nous, comment on définit la culture pour que ce soit un peu plus concret et un peu plus tangible pour vous? On l'a défini autour de 4 piliers. Et là, je vais les passer en revue, je vais vous les définir tranquillement. Et ces 4 piliers, pour bâtir une culture forte, c'est 1, la raison d'être, 2, le système de valeurs, 3, l'identité, et 4, les rituels. Donc ça, nous, on voit en fait la culture autour de 4 piliers. Comme une maison, tu as 4 piliers et ça sert à rien de balancer les phrases. Oui, la culture, c'est ça. Non, la culture, c'est ces 4 piliers. Si tu travailles ces 4 piliers, déjà, tu peux avoir une culture forte. Donc, du coup, pour rentrer en détail, avant de rentrer encore plus en détail, la raison d'être, c'est votre why, c'est le pourquoi. C'est pourquoi vous levez le matin, pourquoi vous faites lever vos équipes et qu'est-ce qui vous drive. À ne pas confondre, et on en parlait tout à l'heure, avec sa mission. Il y a beaucoup de boîtes qui pensent que sa raison d'être, c'est du marketing et du coup, c'est la mission de la boîte. Or, ça n'a rien à voir. C'est dans ce pôle qu'on peut trouver la mission, la vision, mais la raison d'être, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi la boîte existe. Ensuite, le deuxième, c'est un système de valeurs, donc c'est les principes directeurs. Pourquoi on ne dit pas les valeurs et on parle d'un système? Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on sait, qu'on a défini nous-mêmes. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes qu'on a vues. Ils ont 3, 4, 5 valeurs. Un jour, ils en enlèvent une, ils la remplacent et tout va bien. En fait, si tu en enlèves une, le système entier de tes valeurs s'effondre. Donc, on parle d'un système et il faut le penser comme ça. Donc, c'est les principes directeurs qui te font agir, peu importe ce que la boîte vit et ce qui te permet de rester fidèle à ce que tu es. Troisième pilier qui est le plus connu et qui est un peu la face visible de l'iceberg, c'est la partie votre identité. Donc, ce que j'entends l'identité, c'est pas l'identité visuelle. Bien sûr, elle est intégrée. C'est votre personnalité, c'est la personnalité de l'entreprise. Quel est le ton, quelle est l'image, quelle est c'est vraiment quelle est votre identité. Et j'y reviendrai avec des exemples. Et enfin, les rituels, c'est comme si c'était raison d'être plus système de valeurs plus identité égale des rituels. Donc, c'est l'expérience de votre culture.
Donc, c'est tous les moments fun ou moins fun qui vont ritualiser votre entreprise. Donc, du coup, pour commencer un peu plus en détail, donc, la raison d'être. Donc, le premier, donc là, ce que je vous ai dit, pour les remettre en face, si vous travaillez, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais la logique dirait qu'on commence dans ce sens. Si déjà vous posez ces questions et vous travaillez chaque pilier, et que derrière il y a des actions, déjà vous êtes dans l'exécution et le travail de votre culture. Donc on a essayé de vulgariser, de le simplifier au maximum. Donc, pour vous donner un peu plus de contenu, une raison d'être, ce que je disais, c'est qu'elle doit être simple, inspirante et différenciante. Elle doit montrer comment l'entreprise améliore la vie de ce qu'elle sert. Donc, en gros, à quoi votre produit sert et à qui il change la vie. C'est un produit, un service, mais concrètement, qu'est-ce que tu apportes? Et c'est une projection long terme de l'entreprise. Et j'ai mis des exemples juste après, où justement, si tu as une raison d'être, elle est assez forte, tu peux pivoter 100 fois, changer de produit, changer de service, tu resteras toujours fidèle à la même raison d'être. Elle peut bien évidemment évoluer, mais quand même, ça reste le socle premier de ce qu'on disait, le why. Ton why peut changer, mais c'est peut-être une autre entreprise. Donc, du coup, j'ai un petit jeu. Et du coup, j'ai besoin d'un ou d'une volontaire qui vienne avec moi ici, le temps de 30 secondes. Même chez les adultes, c'est beau, bravo. Bravo. Donc, on va commencer à s'hypnotiser. Ok, ça. Je rigole. C'est ça. C'est ça. Non, donc en gros, rapidement, c'est le jeu des 5 pourquoi. Je sais pas si ça te parle. Non. Ok, ça parle à quelqu'un? Okay. Donc en gros, je vais te poser 5 fois la même question et tu vas devoir me répondre à chaque fois. Okay, et le plus naturel possible, le plus sincère possible. Donc, on va parler de… Tu fais quoi du coup dans ta boîte? Ça n'a pas commencé. Hein, mais… Des vidéos. Ok. Donc, du coup, je vais te demander aujourd'hui pourquoi c'est important d'être vidéaste. Parce que comme je suis curieux de plusieurs choses, ça me permet de découvrir plein de monde sans m'arrêter à un seul. Ok. Et pourquoi c'est important? Parce que j'ai peur de regretter mes choix. Du coup, tout le temps avoir plusieurs options, pour moi, c'est magnifique. Ok. Et pourquoi c'est important? Parce que quelque part, ça me permet de me sentir libre et en fait, c'est le sentiment que je préfère. Ok. Intéressant. Et pourquoi c'est important? Parce que j'ai testé la non-liberté, okay. Au collège ou au lycée notamment. Okay. Et du coup, quand j'ai goûté à la liberté, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux et je ne veux pas y renoncer. Génial. Et dernière, pourquoi c'est important? Parce que j'ai l'impression en fait que c'est intrinsèque à mon être aujourd'hui et je pourrais me battre pour conserver mon identité. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la liberté qui est la chose la plus importante pour moi. C'est beau. Bravo. Merci. Trop cool. Du coup, franchement, tu as super bien répondu. C'était sincère. Donc, en fait, ce jeu, c'est un jeu là, on a parlé de toi, mais en fait, il peut être le même jeu pour une entreprise. Et en fait, c'est pour comprendre que sa raison d'être, c'est pas juste la première question. Bon, ma raison d'être, je fais des vidéos, etc. Non, en fait, ça va beaucoup plus loin. On a parlé de liberté, on est revenu à l'ancienne et c'est fort. Et c'est comme ça que tu bâtis ton pilier de ta boîte. Donc, c'est un mini-exercice parmi tant d'autres, mais c'était histoire d'illustrer un peu, parce que pareil, encore une fois, la communication et le marketing autour de la raison d'être, il est galvaudé. Donc, vous dites, ouais, c'est rien, c'est marketing, on va vite l'écrire et basta. Mais en fait, c'est clé parce que ça va driver tout le reste. Donc, merci encore. Je vous ai mis des exemples de raison d'être, d'entreprises que vous connaissez tous. Donc, la première, Netflix, To Entertain the World. Donc, aujourd'hui, on les connaît par leurs séries, leurs films, etc. Mais avec cette raison d'être, et si vous connaissez un peu l'histoire de Netflix, ils ont quand même pas mal pivoté, ils ont fait beaucoup de choses. Demain, ils pourraient sortir un parc d'attractions ou un studio ou peu importe. Ils seraient fidèles à leur raison d'être. Donc, le but, c'est de toujours rester fidèle. Apple, making tools for the mind that advance humankind. Donc, c'est la même depuis toujours. Elle est très arrogante, puisque c'est de dire qu'on fait des produits juste pour les gens intelligents, en gros. Mais ça toujours… Et quand on voit ce que ça procure d'avoir un Mac ou peu importe, on sait qu'en fait, leurs produits et leur exécution a un peu drivé tout ça. Danone, donc clairement, là, on est dans du fake, hein, quand même. Là, eux, ils ont oublié un exercice quand même.
Mais voilà, c'est à cause de tous ces grands groupes. Mais bon, voilà, ils l'utilisent encore très fortement. Bringing health through food to as many people as possible. Always, que j'aime bien. Empowering women to live life without limits. Donc là, on sort complètement du produit que Always fait. Donc, c'est vraiment une raison d'être fort. Je ne sais pas si ça vous parlait, cette vidéo qu'ils avaient fait avec des jeunes filles qu'ils avaient interviewées en leur disant « Pour toi, c'est quoi être une femme ?» Et c'était les jeunes filles de 7-8 ans. Et donc, elles parlent de leurs rêves, elles parlent plein de choses. Et c'est pour montrer que du coup, empowering women, il n'y a pas de limite, etc. Je vous invite à la regarder. C'est une super OP de com qui a eu lieu il y a 10 ans. Always, pub, campagne sur YouTube. Et elle dure 4-5 minutes. Franchement, c'est un gros kiff. Et une dernière, merci Andy, jeune start-up dans les cosmétiques parisiennes. Et ça, c'est nous qui leur avons trouvé, parce que du coup, on a une partie de conseil, comme je vous disais, et du coup, on a travaillé toute leur culture. Et c'est Make Ordinary Extraordinary. Donc, eux, ils font des produits de cosmétiques à la base, des gels pour les mains, mais ils font maintenant du déodorant, du dentifrice, de la crème, etc., etc. Et leur but, c'était de faire toute la salle de bain, des produits ordinaires qu'on a tous, mais de faire extraordinaire, tant par la recette, par l'imaginaire que ça peut procurer. Donc, voilà, donc des exemples de raison d'être. On passe au deuxième pilier, donc le système de valeurs. Donc, comme je vous le disais, c'est vos principes directeurs. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est un système qui doit jamais se compromettre. Ce que je dis quelque part, je ne sais plus où. Voilà, pour un gain court terme, c'est pas parce que ah merde là, on doit faire vite de l'argent parce qu'on a peu vrai. Donc du coup, on compromet nos valeurs ou vite, faut que je fasse au recrutement ou vite. Et donc du coup, rapidement, on a tendance à oublier nos valeurs et se dire bon, tant pis de toute façon. Et c'est là où on tombe dans le piège de en fait, elles sont écrites sur un mur, mais on les applique pas. Donc le système, c'est vraiment de garantir vos valeurs, tout simplement. Elles doivent être nécessaires, elles doivent être uniques, elles doivent être complémentaires surtout. Il faut arrêter avec les valeurs responsabilité, excellence, etc. C'est pas des valeurs, enfin c'est des valeurs de vie, bienveillance, etc. Il y a encore des entreprises qui mettent que leur valeur c'est le respect. Ça devrait être la norme en fait, c'est la base. Donc il y a plein de valeurs qu'on pense que c'est différenciant, mais non, elles doivent être quand même uniques. C'est vous. Et je vous ai mis un exemple du coup des nôtres. Les valeurs, faut savoir que elles évoluent dans le temps. On les a changées 2 fois. Donc celles-là, elles ont déjà bien 2-3 ans. C'était avant le Covid. Et c'est d'ailleurs, j'en parlerai après, quand on vit des crises, c'est là où on voit si votre culture est forte ou pas. Parce que quand il n'y a plus rien, plus de chiffres, plus personne, le seul truc qui te reste, c'est ta culture. Donc on a fait un système en 5 grosses valeurs. Donc la première, we are luminous. Deuxième, we are simple, we are intense, we are fierce et game on. Donc elles sont, je vous les dis rapidement, mais en gros, juste pour un peu vous illustrer le raisonnement qu'on a eu et ce que ça nous drive au quotidien. We are luminous, quand on dit we have the power to brighten someone's day, c'est que ce soit ton collègue, le livreur qui vient nous amener un carton, ton client, peu importe, notre rôle, c'est de l'égayer et de faire en sorte que ce soit… Salut, on a fini. Hein. C'est d'égayer sa journée et de faire en sorte qu'on le fasse rayonner. Parce que de base, et c'est ce que je dis après, we keep enlightening our industry for the better. Dans notre industrie première et même d'ailleurs dans toutes, on arrive dans des métiers qui existent déjà, qui sont sous la poussière, et on a essayé de dépoussiérer tout ça et d'arriver, que ce soit avec notre image de marque, notre communication et notre approche qualité, service, expérience, du coup de dire, nous on va dépoussiérer et on va arriver comme un rayon de soleil dans cette industrie. Et le dernier point, we aim to bring joy to everyone we interact with, et c'est de dire, voilà, provoque de la joie, on vend pas un logiciel de facturation, on est des métiers plaisir, donc donne du plaisir, partage du plaisir. Et ça veut pas dire être niais ou naïf, mais juste drive cette énergie, ça doit se ressentir dans notre communication, etc. Donc ça, c'est la plus importante parce que c'est la première, et luminous, on se le répète tout le temps, et ça drive tout le temps, même dans le recrutement, on est déjà en train de savoir si est-ce que cette personne, sans qu'elle soit complètement extravertie, c'est pas l'idée, mais est-ce qu'elle arrive à nous faire vivre quelque chose de luminous en soi. Et tout le monde a ça. Donc, je vais pas toutes les détailler, sauf si ça vous intéresse et avec plaisir, mais derrière we are simple, donc c'est pas simple dans le côté basique, c'est simple dans l'efficacité, la rapidité. On ne va pas se prendre la tête, même dans nos relations, quand il y a des conflits ou autres, on met tout sur la table. Il n'y a pas de on dit, il n'y a pas de moi je suis anti tout ça. Le but c'est que ce soit les relations transparentes et que on va pas se prendre la tête sur 1000 stratégies, on teste, on voit, ça fonctionne pas, on réitère, etc.
Et ensuite, We Are Intense, on rentre un peu plus dans le dur. We Are Fierce, c'est féroce en mode combat parce qu'on est dans une industrie ultra. Fondateur, tu donnes le ton. Parce que c'est au début toi qui drive ta culture. Et ensuite, c'est toutes les personnalités qui vont l'intégrer. Et ce Game On, c'était surtout de dire, on est 5 jours sur 7 ensemble, donc autant le faire avec plaisir et s'amuser. Moi, je vous disais, amoureux de la vie ou autre, c'est que je divise pas vie pro, vie perso, c'est ta vie et tu trouves ton équilibre comme tu veux. Ça, c'est important. Et de leur dire, voilà, enjoy, prends du plaisir, éclate-toi. C'est un de mes principaux quand on me demande c'est quoi ton KPI de succès ou machin. En vrai, les chiffres, ça n'a pas plus d'importance parce que ça peut toujours être plus. Mais c'est de dire, quand j'entends mes équipes me dire, moi, quand je vais le lundi, je vais pas au travail, je m'éclate, ou qui sont tous épanouis et qui me racontent un peu comment ça a changé leur vie, c'est bon. Enfin, j'ai apporté un truc qui, en tout cas, moi, me plaît. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est un système qui vraiment fonctionne ensemble et qu'on l'applique dans tous nos activités du quotidien. Troisième pilier, du coup. Ouais. Alors, encore une fois, c'est que lumineuse ne veut pas dire être toujours de bonne humeur. Forcément, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux broyer du noir, tu peux être ce que tu veux. C'est juste être lumineuse dans ton attitude. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, je sais pas, on va prendre l'événementiel, ils ont toujours des galères. Tu vois, l'event, il y a toujours des problèmes de dernière minute. Plutôt que d'être dans l'open space et putain, ça me casse les couilles, vas-y, ça me saoule. Déjà, tu le gardes pour toi. Tu essayes de pas partager ton énervement. Donc, c'est des petits trucs, mais on t'empêche pas d'être de mauvaise humeur. Parfois, moi, je suis imblairable et je le sais, donc j'essaie de me mettre de côté ou autre. Donc, en fait, c'est pas, tu vois, des valeurs, encore une fois, c'est pas copycat, garde à vous, et t'es comme ça. C'est un ton. Donc, on va dire, c'est une grosse majeure qui doit être là en permanence. Donc, mais par contre, tu vois, je reprends parce que nous, on a beaucoup de gens qui viennent dans le bureau toute la journée pour des rendez-vous, etc. Et on n'a pas d'accueil. Donc, t'entres, direct, il y a un open space. Et toutes les personnes qui sont vues avec la porte, j'aurais dit, par contre, que ce soit une mauvaise humeur ou pas, on doit faire vivre cette expérience à cette personne qui est toujours un peu gênante quand on est quelque part, de manière lumineuse. Donc, tu vois, c'est ça. Il y a quand même des process où maintenant, tous les livreurs, c'est devenu nos potes parce que on les reçoit bien. Normalement, dans toutes les boîtes de l'immeuble, tout le monde s'en fout. Nous, on les reçoit et on essaye d'être lumineuse. Donc, pour le coup, ça fait partie des process, tu vois. Et autant avec des calls clients ou autre. Donc, tu n'es pas obligé d'être toi personnellement tout le temps. C'est une tendance. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce qui a C'est une bonne question. Avant, on en avait 3 et on avait pris en fait le symbole du kimono avec un i pour le coup. Et on avait, en fait, il y avait déjà Game On et en fait, c'était sympathique et bien pour le début, pour l'équipe 1, on va l'appeler comme ça, les 2-3 premières années, avec l'énergie et toutes les choses. Et quand on a passé un cap de process, de structure et même en termes de personnes, il fallait en fait, elles étaient trop, en tout cas pour moi, elles étaient trop enfantines, elles étaient trop mode startup, c'était très bien pour commencer, donner l'énergie, etc. Mais j'avais envie d'un truc un peu plus fort et qui puisse être applicable au quotidien. C'est-à-dire, je suis capable de dire we own our mission, never forget it. Donc, tu es responsable. Et donc, j'avais envie d'amener des trucs quand même un peu sérieux et que je peux donner dans lesquels je peux donner des exemples tous les jours. Tu vois, par exemple, we do not compare ourselves to others. On est quand même une boîte où la moitié touche aux sales d'une manière ou d'une autre. Donc, tu te compares tout le temps. On a beaucoup de concurrents, donc tu te compares tout le temps. Et à un moment, c'était presque devenu ouais, mais eux, ils ont fait ci. Ouais, mais nous, on fait ça. Je dis, mais en fait, on s'en fout. Le marché est assez grand pour tout le monde. Vous n'avez pas les mêmes anciennetés, vous n'avez pas le même portefeuille client. Oui, lui, il fait plus. Toi, essaye de concentrer sur toi et t'avances, quoi. C'était plus pour mode, maintenant, arrête, concentre-toi sur ton truc. Donc, tu vois, voilà, je voulais vraiment qu'on soit, et du coup, on a tout changé. Mais il y a quand même c'était pas noir ou blanc. Il y a quand même des bribes d'avant qui sont revenues, mais mieux dit, quoi, en gros. Et, concurrent, culture, on n'en a pas, on a personne qui fait comme nous tous les métiers, mais par contre,
Sur le textile, je ne sais pas si vous connaissez, mais Main Gauche, Panoply, voilà, des boîtes qui sont arrivées, qui sont de notre taille. Après, tu as forcément Vistaprint qui s'est mis aussi à fond dans le textile, Spreadshirt qui est le leader européen. Dans les bureaux, tu as des boîtes comme Factory qui font beaucoup de bureaux à Paris. Dans l'event, tu as GL Event qui est le leader de l'événementiel B2B. Tu as qui d'autre? Je ne vais pas citer tous les concurrents parce que je n'ai pas envie de leur faire la pub. Non, il n'y a personne. Et le jour où ça arrivera, il y a des gens qui ont essayé de nous copier. On a été copiés 1 milliard de fois dans le discours. Donc, tous nos concurrents textiles ont placé le mot culture maintenant, etc. Donc, c'est pas trop cohérent avec leur discours. On a eu quelques copies. On n'a personne qui fait vraiment ses expertises. Et je me suis dit, le jour où ça arrive, soit ça veut dire qu'on est très, très gros, soit ça veut dire que ça y est, une explosion du marché, une prise de conscience. Et du coup, ce sera la meilleure nouvelle. En vrai, le marché est assez grand pour tout le monde. Ouais. Ouais. Carrément. C'est une très bonne question. C'est ce que tous les invests me posaient à l'époque comme question. C'est pas un roadshow. Non, en fait, c'est une bonne question, je la comprends, mais en fait, nous, on le voit pas du tout comme ça. Nous, notre spécialité, c'est la culture d'entreprise. Donc, en fait, c'est comme si tu étais au rayon chez Monoprix, au rayon pâtes. En fait, il y a plein de trucs, il y a des sauces, il y a plein de choses autour de ça. Donc, en fait, nous, on s'est dit, notre vision et notre métier, c'est d'être un culture designer. Donc, certes, c'est un peu un métier qu'on a inventé. Et derrière, on est capable de designer ça et ça. Et au final, en effet, c'est des métiers, des équipes différentes, mais elles communiquent, elles marchent ensemble. Et même, elles sont organisées en diamant. C'est-à-dire que j'ai des sales qui vendent en fait tout. Ensuite, j'ai les chefs de projet et la prod qui gèrent et qui sont spécialisés. Ensuite, tu as des accounts qui vont gérer les comptes en entier. Parce que, en fait, tu vois, là où je suis, en fait, il y a 2-3 ans, c'était en 2019, donc c'était il y a 3 ans, quand les invests me posaient cette question, ils me disaient, mais pourquoi tu te diversifies, etc. Et je leur expliquais, en fait, non, je ne me diversifie pas parce que je vais sur le marché de la culture. Et du coup, aujourd'hui, une demande sur 2 presque, c'est bonjour, je vous contacte parce que j'ai problème de ma culture, donc j'aimerais 1, faire des vêtements, 2, faire des bureaux, 3. Et donc, du coup, ça y est, ils ont compris et ils nous appellent pour tous nos projets. Et du coup, pour moi, ça y est, on a réussi la vision, elle a fonctionné et elle paye d'un point de vue business. Et donc, c'était un pari et en fait, on a créé un peu notre propre catégorie design. Je ne sais pas si ce mot vous parle, mais par exemple, Disney a été les premiers à créer ça. Il y a un schéma qui est connu en fait, de Walt Disney où il s'est dit, et c'est pareil, tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu fais pas d'attraction, en même temps tu fais des dessins animés, etc. En fait, il a dit, je suis une marque, je vais commencer par les films studio, ensuite je vais vendre des licences de merchandising, je vais faire ça, et il montre que tout ça est interconnecté. Du coup, nous, on a créé notre propre catégorie design qui est la culture entreprise, et on a développé des verticales. Et aujourd'hui, c'est même plus un doute ou un débat, et c'est pour ça qu'on déroule le nombre de verticales. Et je pense que ce qui rejoint la question là, c'est qu'en général, tu fais sur la croissance externe. exact. Nous, c'est une société. Complètement, ouais. Je vais donner l'exemple, c'est le Tanzanie des cultures d'entreprise. C'est super, mais en fait, ils ont acheté des boîtes qui faisaient du tomate. Exact. Nous, ce sera un sujet juste pour faire plus de croissance, mais et ce qu'on me disait, c'est que ouais, mais en faisant ça, du coup, tu vas mettre moins d'énergie dans chaque BU, du coup, elles vont grossir moins vite. Donc en fait, on a les équipes dédiées et qui ont leurs objectifs et qui continuent de grossir. C'est juste qu'on rajoute des wagons. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en fait, ouais, aujourd'hui, en fait, on fonctionne comme un tout, quoi. Donc, il n'y a même plus de doute là-dessus, quoi. Mais je comprends ta question, mais nous, c'est en fait, on est un métier, on est culture designer. Donc, du coup, le 3e pilier, l'identité. Je ne sais pas si niveau timing, ok, c'est bon. Putain, c'est bien, on a bien répété. Donc, pilier identité, c'est ce que j'ai mis là-haut, c'est l'iceberg, c'est la partie tangible de la culture. Et l'erreur que tout le monde fait, c'est de penser que c'est ça la culture. C'est d'ailleurs, on avait fait une OP de com cet été où on a repris les 3 petits cochons et les maisons en paille, en bois et en pierre. Et en fait, les maisons en bois, c'est ça, c'est qu'en fait, elles ont l'air sympas de l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, après, ça s'écroule. Et donc, que ce soit toxique ou pas d'ailleurs. Mais ça, c'est l'erreur. Mais du coup, ça reste un pilier quand même important. Parce que, comme je disais, l'identité, ça peut être plein de choses. Ça peut être
la manière dont vous communiquez. Pareil, nous, un exemple, tous nos posts réseaux sociaux et tous les posts que l'on fait en tant que particulier sur LinkedIn ou autre, il y a toujours la même signature, We Are Culture Designer, en majuscule. Et ça, on le fait toujours. Et c'est pour ça que depuis un an, il y a des commentaires, ils disent « Ah mais oui, faites ça parce que vous êtes culture designer. » Et en fait, c'est rentré. Donc, boum, identité. On a beaucoup de symboles, en interne comme en externe. Donc, c'est plein de symboles. On a par exemple un gong qu'on a acheté au tout début. Et en fait, c'est devenu une identité parce que dès qu'on bat un record, on en achète plus gros. Donc, en fait, au bureau, on en a une dizaine et on a une salle musée avec tous ces gongs. Et l'identité, ça peut être tes bureaux, tes vêtements. Enfin, là, pour le coup, Kimono répond beaucoup à ce produit. C'est pas pour faire de la pub, mais pour juste vous illustrer. L'identité, c'est ton cadre de travail, c'est plein de choses. Et je crois que j'ai mis un petit exemple. Non. C'est assez simple. Aussi, on parle souvent, pareil, j'en ai pas parlé, mais on pense souvent que sa culture, c'est interne, mais sa culture, elle est autant interne que externe. Elle marche autant pour tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires et autres, que tes équipes. Et on ne bosse pas que pour ses équipes, on bosse pour tout son écosystème. Donc voilà un peu le pilier identité qui est ultra important. Et enfin, le dernier, donc les rituels. Donc les rituels, je vous ai mis pareil des exemples. Ça peut être des rituels de management. Donc nous, par exemple, tous les lundis matins, on fait un kick-off à 9h et pas 9h01, 9h, on doit commencer. Parce qu'on sait que le lundi, le message derrière, c'est le lundi, c'est dur pour tout le monde, même pour moi. On est dans une boîte ambitieuse, en croissance, et donc du coup, on a envie de se mettre un petit coup de pied aux fesses dès le matin. C'est lundi 9h et on se fait tous mal. Et pendant une demi-heure, je fais une presse sur ce qui était bien la semaine dernière, les différents steps de la boîte, qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après, etc. On fait un peu une sorte de hors du jour de la semaine. Et voilà, donc ça, c'est un petit rituel. Le vendredi, il y a un report. Tous les managers envoient un report à toutes les équipes. Et après, il y a plein de rituels RH. Mais voilà, donc les rituels, ça peut être dans le management, ça peut être l'expérience collaborateur. C'est quoi un onboarding chez vous? Comment vous recrutez? C'est quoi la vie chez vous? Quels sont ces petits rituels? Quelles sont les célébrations? Moi, je vous parlais du gong. Nous, dès qu'on signe un deal, les commerciaux se lèvent et vont gonger sur le gong. Quand on bat un record, on fait un gong humain. Donc, on prend quelqu'un et on le jette dedans. On lui met un casque quand même parce qu'il commence à être gros. Et donc, voilà, c'est ces petits rituels. On fait, donc, quand il y a record, il y a ce qu'on appelle le triptyque, c'est il y a gong, piñata, champagne. Et en fait, à la base, ce qui était juste une idée un peu bidon, et c'est devenu, on l'a ritualisé. Et le rituel, en fait, il doit être récurrent, il doit être standardisé, il doit être partagé. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais on a tous plein de rituels qu'on fait un peu de manière instinctive, on a une prise d'initiative, mais de le ritualiser, c'est comme ça que ça va rentrer dans la tête de vos équipes et que ça vous permette de, du coup, célébrer un peu votre culture. Donc voilà, donc il y a les petites et grandes victoires individuelles. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des victoires? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et les rituels externes. Qu'est-ce que vous faites avec vos clients? Qu'est-ce que vous faites avec vos collaborateurs? Est-ce que quand un de vos clients dépasse la 100e commande ou peu importe, il se passe quelque chose? Donc voilà, donc ça c'est important. C'est les moments qui rythment la vie d'une équipe, etc. Donc on en a tous, mais le fait de les noter, de les poser, ça vous donne un peu une ordre d'idée là-dessus. Pas encore. On n'a pas assez de… Déjà, en fait, il faudrait qu'on ait un suivi presque permanent avec eux pour savoir ce qui se passe et ce qui s'y passe. Et on n'a pas assez encore de passifs. Tu vois, il y a des boîtes où on a fini la mission il y a un an et demi. Mais en fait, il aurait fallu, c'est ce qu'on essaie de leur dire. On leur dit, on peut refaire un petit point d'étape tous les 6 mois parce qu'en fait, on arrive à mesurer la culture. Et du coup, on est capable de voir. Mais comme, du coup, eux, ils continuent, on ne sait pas trop. Donc, ouais, déjà. Ouais, tout à fait. Et ça, j'avoue, si on a cette stat, ce serait incroyable parce que ça prouverait plein de choses. Ou pas. Ouais, ou pas. Parce que ça dépend plein d'aspects, tu vois. Ça dépend des fondateurs, ça dépend de la crise interne. Il peut se passer plein de choses, quoi. Donc, du coup, ça, c'est une stat que j'aimerais bien avoir, mais c'est difficile à obtenir de manière gratuite et sans qu'on ait re-signé un contrat avec eux, quoi. Tu peux le mesurer, je sais pas qu'il y avait… Ouais, tu peux le mesurer en interne quand même. Non, mais ce que je veux dire, non, mais la… Ah oui, le mesurer chez moi. Ah oui, ça compte pas. Ça compte pas. On est notre premier client, donc…
De quoi? Que quand, par exemple, si chez toi, tu avais du churn, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'embaucher la sortie chez les autres. C'est pas vrai. Exact. Chaque culture est unique, Exactement, chaque entreprise. Donc, et ce qui est vrai un jour peut ne plus l'être demain. Donc, il y a une sorte de… En fait, ta culture, elle évolue dans le temps, donc il faut être en permanence, l'analyser, se remettre en question. Nous, on est du coup notre premier client. Et pour le coup, je fais attention à quand même beaucoup de détails. Et on essaye de voir là où on loupe, comment on se structure, et on apprend encore. Tu vois, c'est jamais fini en fait. Ce qui veut dire qu'à la base, vous ne faites pas un audit Si. J'en parle après, mais si, il y a un gros audit sur nos clients. Qu'est-ce qui se passe si la problématique de la culture d'entreprise, en fait, c'est le management? C'est souvent le cas. Ouais, c'est pas tout le temps, mais souvent. Et on rentre direct dans le lard. Ouais. Et on leur dit, en fait, j'y viens après, mais du coup, j'en parle maintenant. Non, j'y viens après. J'en parle, je te dirai. Tu vas partir? Je vais aller vite. Juste sur ce point, je crois que c'est le point d'après. Ça aussi, donc on voit beaucoup de gens qui parlaient de culture entreprise, j'en ai un peu parlé, c'est un peu, il y a une mode, est-ce que c'est cool, c'est pas cool, mais tout le monde confond ça, et moi ça me tue, parce que en fait, comme j'ai dit, ta marque employeur, c'est juste ta visibilité, tu as une belle page Welcome to Jungle, tu fais, vous êtes tous beaux sur les photos, ça a l'air bien, mais en fait, travailler sa marque employeur, c'est juste travailler une partie du pôle identité et pas le reste. La plupart des boîtes sont ou des fondateurs ou des dirigeants qui ne connaissent pas, et peut-être c'est pas de leur faute, mais ils vont dire, OK, il faut travailler notre culture, on va faire ça. Et en fait, ils oublient de travailler l'interne. Du coup, ce qui fait qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'ils disent et la réalité en interne. Et c'est pour ça qu'il y a des boîtes où il y a beaucoup de turnover, tu perds en attractivité, etc. Donc, à ne vraiment pas confondre, la marque employeur est intégrée dans la culture d'entreprise, et c'est ce qui permet du coup, de se rallier dans le pôle d'identité. Du coup, voilà, j'en parle maintenant. Donc, les 4 piliers, c'est comment définir sa culture. Et là, c'est comment on la mesure concrètement. Donc là, je vais vous donner un peu la méthode qu'on fait, mais que vous pouvez appliquer. La partie 1, c'est ce qu'on fait. Donc, en gros, pour ces 4 étapes, c'est encore 4 étapes pour travailler sa culture. Première, c'est analyser. Donc, nous, en fait, on a développé plein de questionnaires, quali, quanti, et on fait un audit pendant 2-3 semaines sur toute la boîte. Petit groupe, on fait des interviews, il y a un questionnaire qui est envoyé à tout le monde, etc. Là, déjà, ressort énormément de contenu. Ça nous donne des scores, on arrive à le noter. Donc, c'est ce que je disais, on en parlait juste avant. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Quel est votre questionnaire? Déjà, demander, est-ce que la raison d'être est claire pour toi, à tout le monde? Déjà, vous allez voir ce qui en sort. Combien tu noterais la pertinence de nos valeurs aujourd'hui entre 0 et 5? Et du coup, en faisant ses propres questions, ça peut te donner un baromètre, un score, etc. Et déjà, tu vois ce qui en sort. Et nous, on apprend des trucs de ouf parce que, en fait, à la fin de l'audit, on connaît mieux la boîte presque que les fondateurs. Et souvent, il y a des trucs un peu touchy. Donc, du coup, parfois, il y a des trucs où c'est pas notre sujet. On n'est pas là pour sauver la boîte non plus. On a une mission qui est très précise. Et du coup, quand c'est le management le problème, on leur dit, si c'est eux, on le tourne d'une manière bienveillante et surtout pédagogue. Mais voilà, on le dit, voilà, ton problème, c'est qu'en fait, toi, tu penses que c'était comme ça et tes équipes l'inverse. Il va falloir rééquilibrer, il va falloir montrer. Si tu nous as appelés, c'est que tu en as envie. Donc, du coup, voilà, il y a une manière, on sort déjà un peu des recos. Ensuite, ce qu'on appelle transformer, c'est que derrière, on va faire des ateliers, des workshops pour travailler tous les piliers avec des volontaires et des pools de personnes de tous les rangs de la boîte pour les travailler. Donc là, on travaille pilier raison d'être, pilier système de valeurs, identité, rituel. De là, ressort plein de choses. Nous, on fait le rendu, on développe. Le culture ambassadeur, donc c'est la personne qui gère la mission chez le client, soit le dirigeant ou le DRH, relie, recheck, etc. Ensuite, ils le présentent à toutes leurs équipes. En général, ils événementialisent un peu le truc. Ensuite, ce que la partie appliquée, c'est est-ce qu'on s'est dit vraiment autour entre 4 murs, est-ce que c'est vrai dans le quotidien, donc on challenge. On les restitue dans les recos. Ils n'ont pas accès. Tous les tests, ils n'ont pas accès. Et nous, derrière, on fait une restitution sur une presse, on fait notre reco, on highlight des trucs et on essaye de l'amener sur la mission. Ça, c'est vraiment, on garde pour nous. Des clients qui disaient, en vrai, je veux voir tout ce que les entreprises Non, et non. Et en fait, on sent tout de suite ce type de client et on ne bosse pas avec. Parce que déjà, c'est malsain de base, en fait. Oui, mais L'Oréal, on n'a pas fait de culture en conseil. Eux, ils font beaucoup de vêtements chez nous. On n'a pas les clients qui font tout.
Non, on a travaillé avec des chercheurs, je ne sais pas si ça rentre dans la partie psychologue, avec des chercheurs sur justement, pour le coup, la culture entreprise. On a fait 1 an et demi de R&D pour sortir cette méthode qu'on essaye d'updater avec des experts. Est-ce que c'est des psychologues? Non, je crois pas. Mais c'est intéressant de partager tout ça. Donc, appliquer, c'est challenger en gros. Et à la fin, tu re-audites. Ce qu'on appelle performer, c'est il y a 2-3 mois qui se sont passés, tu re-audites. Le questionnaire évolue et tu vois, tu changes pas une boîte en 3 mois. Mais par contre, tu vois la tendance, tu vois ce qui s'est un peu corrigé, tu as donné un peu le ton. Et derrière, bah, on donne toutes nos recommandations et plans d'action. Et derrière, bah, à eux de faire le job. Mais déjà, en 2-3 mois, nous, on n'est pas des consultants, on te dit, fais ça, fais ci, fais ça. On le fait avec toi, on te montre l'exemple, on t'accompagne et on le rend concret. Il y a différents livrables. Au-delà de toutes ces recos, ces scores, on écrit aussi là-dedans ton culture book. Donc, un des premiers livrables, c'est déjà, tu as ta bible de ta boîte avec écrit tous tes piliers et tout ce que tu veux. Et c'est ton culture book. Et à la fin, tu l'as. Et nous, on t'aide à le concevoir. Donc, ça, c'est un premier truc pour mesurer. Ensuite, mesurer le culture fit. Donc, comme je vous disais, pareil, ça peut être fait un peu homemade. Ça peut être fait un peu homemade ou entre guillemets système D. Le recrutement, nous on l'a vu, après avoir designé la culture, bah faut être un peu gatekeeper parce qu'une personne peut chambouler toute une culture. Il suffit qu'elle apporte la mauvaise onde ou qu'elle ne fit pas du tout avec cette culture. Nous on l'a déjà vécu aussi en interne. Et donc du coup, bah à ta porte d'entrée, ton recrutement, ton process que tu dois mettre en place, il doit être clé et il doit être aussi ah merde, j'allais vite, ok. Et du coup, il faut que ce soit bah, aussi important que ta culture. L'onboarding, pareil, il est souvent, ça y est, on a recruté la bonne personne, elle arrive, bon, bah, tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, l'onboarding, c'est ses premières impressions dans l'entreprise. Et là, il faut un process ultra rodé, son premier jour, sa première semaine, son rapport d'étonnement et d'avoir vraiment, mettre vos règles, est-ce qu'il rencontre tout le monde ou pas. Enfin, ça, c'est vous qui décidez. Mais l'onboarding, c'est ce qui va faire ses premiers pas et on l'oublie souvent et on le voit, nous, dans plein de boîtes qui pensent avoir une culture forte. En fait, l'onboarding, il y a 10 personnes qui arrivent dans un mois. Il se passe rien. Et ils sont, du coup, c'est la meilleure manière de créer bah, une mauvaise vision de ce qu'ils peuvent penser de la boîte. Ce que j'appelle le culture plan, ça c'est un truc on en parle depuis longtemps et j'aimerais filer un template un peu gratuit bientôt. On connaît le business plan, donc on a son business plan annuel, ses coûts, ses dépenses, etc. Là pour le coup, c'est vraiment. Et donc du coup, le culture plan, c'est imaginer un tableau en fait chronologique sur l'année et c'est quoi un peu toutes les actions que vous allez faire sur votre culture en fonction de ce que vous allez mettre en place dans votre boîte, quel est le coût que ça impacte et du coup ça vous fait vraiment un budget culture. Donc ça on est en train d'écrire un template et on le partagera j'espère avant la fin de l'année. Vos rituels on en a parlé, la rédaction de son culture book pareil, vous avez défini vos piliers, où est-ce qu'on les met, tout ça dans un endroit qui s'appelle le culture book et là vous pouvez mettre tout ce qui concerne l'entreprise, vous pouvez le donner dans l'onboarding, vous pouvez le donner à vos clients, etc., à tous vos prestataires. Okay. Des questionnaires et des enquêtes, on en a parlé. Pareil, vous pouvez les mettre en place assez facilement. Il y a beaucoup de contenu en ligne et ça permet déjà de savoir où vous en êtes. Je pense que avant même de vouloir bâtir une culture forte, de où vous partez. Quel est votre niveau actuel, que vous soyez 2, 3 ou 50. Donc, faire des enquêtes et faire des questionnaires là-dessus. Et l'offboarding, pareil, on en parle de plus en plus. Que ce soit une personne qui démissionne ou que vous licenciez, etc. Sa dernière impression de votre entreprise est ultra importante parce que soit elle en parle en bien ou en mal. Et vous avez envie qu'elle en parle en bien, en tout cas que ça se finisse de la meilleure des manières, même s'il y a de l'animosité ou ça peut partir en cacahuète, l'offboarding de votre côté, il est ultra important. Donc en fait, c'est vraiment un cycle qu'il faut comprendre. Tu as un collaborateur qui est là, qui va vivre dans votre culture et du coup, il y a différentes étapes. Je crois que j'ai un dernier slide. Donc, l'impact de la culture pour savoir si c'est cool ou si c'est pas cool. En fait, l'impact, elle est juste gigantesque. La première, c'est sur vos équipes. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de bon produit, il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe. Avec une bonne équipe, tu peux tout faire. Donc, l'impact, elle est imminente sur l'attractivité de vos talents, vos équipes, comment elles sentent, etc. C'est sûr que nous, enfin, en tout cas, on a bossé notre culture à fond. Je sais que pour le coup, mes concurrents dans des métiers classiques, d'événementiel, vêtements, en fait, il y a un gap qui s'est créé parce j'ai amené une vision, j'ai amené cette vision de culture designer, on a une culture design academy, on essaie de transmettre plein de choses, on a plein de rituels et c'est ce qui fait que du coup, il y a une adhésion folle envers la boîte. On en a parlé au tout début, ce sentiment d'appartenance. Déjà, l'impact, c'est déjà que tu as des personnes qui sont fières et c'est avant tout tes premiers ambassadeurs parce que
après payer des coms, des OP marketing, du Google Ads ou peu importe, ta meilleure pub, c'est tes équipes qui ont elles-mêmes un réseau, qui vont, comme aujourd'hui dans des événements comme ça, qui vont pitcher, qui vont en parler. Donc, déjà, avoir ça, c'est un gros atout. Ta performance, nous, ce qu'on appelle, c'est culture to cash, c'est de dire qu'au final, travailler sur sa culture permet d'attirer les meilleurs, d'aligner les équipes, donc in fine d'être plus efficace, plus productif, donc techniquement faire plus de chiffres, d'avoir des vrais résultats sur la rentabilité de ta boîte. Donc, ce qu'on appelle culture to cash, moins de turnover. Ça, pour le coup, pour répondre à ta question sur le turnover et dire, en fait, nous, on ne s'est pas encore calculé chez nos clients. Il y a une vraie stat, c'est que toutes les boîtes qui ont une culture forte, leur turnover est réduit de 45%. Ça, c'est une analyse assez sérieuse là-dessus. Il y a une réduction de coûts d'embauche. Enfin, il y a pas mal d'économies. Ensuite, ta culture, c'est ce qui te permet d'affronter les défis, les crises. Donc, j'ai mis Covid, licenciement, on l'a tous vécu. Enfin, en tout cas, ceux qui avaient déjà leur boîte à l'époque, vivre en tant que dirigeant, le Covid, c'est ta culture qui va permettre de driver, de tenir. Il y avait un grand groupe de conseils, je ne sais plus comment il s'appelle, Mantou, je crois, qui avait réduit de 70% les salaires de tout le monde pour ne virer personne. Et tout le monde a accepté. Ils étaient 700 à cette époque. Et du coup, ça, déjà, c'est qu'il y a une culture forte parce que c'est pas possible dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, c'est quand tu vois que tu demandes justement, en pleine crise, il faut demander des efforts, où il faut être tous dans le même bateau, il faut se remonter les manches. C'est encore une fois la culture. Et on entend beaucoup parler ces derniers temps, il y a des vagues de licenciements de partout parce que voilà, ça y est, il y a une sorte de récession qui arrive. Donc, tout le monde fait attention à son cash. Comment tu gères alors que vous êtes 500, il y a la moitié qui partent et comment tu motives ceux qui restent. Donc, c'est ta culture, encore une fois. Et... Ouais, complètement. Là, il y a 1 milliard d'exemples. Et le dernier, c'est ta visibilité. Forcément, une culture forte, elle se voit, elle se ressent. Donc, ça te donne une visibilité. C'est un cercle vertueux qui te permet d'attirer encore les meilleurs, de connaître, d'avoir plus de clients, etc. Et voilà un peu tous les impacts. Et il y a encore d'autres points. Donc, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe 10 minutes de questions-réponses avant d'aller boire l'apéro. Apéro qui d'ailleurs est sponsorisé par une marque de pastis marseillaise qui s'appelle Cristal Liliana. C'est bon ça. Le sponsor depuis 3 ans et on est trop fiers et il est très bon. C'est vrai, c'est ce qu'a pris la gueule avec le pastis. Et promo sur les prochains événements qui sont tout aussi cool que celui d'Olivier. On en a un le 27 octobre sur le gross, sur la data et le gross, comment on fait pour monitorer sa data dans le marketing et dans la vente. Donc, ça va être trop intéressant. On en a un le 3 novembre sur la food. Le thème c'est Instagrammable. Donc comment on fait dans la bouffe, faire des choses qui sont Instagrammables. Tout le penser